Eh bien bonsoir, je suis comme d'habitude absolument ravie de vous retrouver et je ne sais pas si vous voyez les invités absolument merveilleux et cette tablée que nous avons constituée pour vous ce soir. Donc je suis vraiment très émue que ces professionnels de santé aient pris de leur temps avec comme à chaque fois toujours le même leitmotiv, répondre à vos questions, vous accompagner. Et expliquer, réexpliquer, dire et redire les fondamentaux en ce qui concerne la chirurgie de l'obésité, l'avant, le pendant, l'après. Je vais présenter mes invités, je ne vais pas être très correcte, parce que d'ordinaire on commence par les femmes, mais comme vous pouvez le constater, nous avons un homme avec nous ce soir, donc je vais commencer par lui. Il s'agit du docteur Rowe, qui est chirurgien et que vous avez déjà vu à l'occasion d'une émission chez nous et qui officie bien évidemment en chirurgie de l'obésité. À ses côtés, le docteur Brigitte Rochereau, qui est médecin nutritionniste et qui est l'ancienne présidente de la Fédération nationale des associations de médecins nutritionnistes. À sa droite, Caroline Lamante, psychologue et qui est entre autres spécialisée également en addictologie. À ses côtés, on ne la présente plus, votre alliée de toujours, Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses de France, dont le combat est avant tout d'encadrer les choses, de faire en sorte que les patients se sentent le mieux possible dans leur parcours préopératoire et post-opératoire. Et enfin, à sa droite, Anaïta Motagji, diététicienne, également spécialisée en addictologie et tabacologue. D'ailleurs, on parlera un petit peu du tabac parce qu'on a beaucoup de questions sur le tabac et l'importance de l'arrêt du tabac avant l'intervention et potentiellement de la non-reprise du tabac après l'intervention et notamment en période de cicatrisation. Il manque une personne autour de cette table et je m'en excuse. J'aurais aimé que nous puissions avoir un digne représentant de l'activité physique parce que vous le savez, le succès d'une opération tient bien évidemment aux modifications du comportement alimentaire, mais également aux modifications du comportement et notamment à la lutte contre la sédentarité. Et je salue bien évidemment toutes ces personnes qui vous accompagnent dans l'activité physique adaptée. Voilà. Et je promets, nous ferons une émission qui sera consacrée à l'activité physique après une intervention de chirurgie de l'obésité. Le pourquoi de cette émission, beaucoup d'entre vous avaient téléchargé, quand nous l'avons lancé en début d'année, un document qui s'appelle le top 100. Alors voilà, le top 100 c'est ça. Et le principe de ce top 100, c'était de réunir toutes les questions que vous vous posez quotidiennement et que vous posez des centaines de fois par jour sur Internet, sur les réseaux, sur les forums, auprès des présidents des associations. Donc nous, on avait fait un document. On avait réuni une centaine de questions et compte tenu du succès que cette première version a rencontré, on a édité une deuxième version que nous avons présentée en exclusivité il y a une dizaine de jours à l'occasion d'un congrès médical. Je ne vous cache pas qu'encore une fois on est très ému parce que ce document a rencontré à la fois un grand succès auprès des patients et auprès des professionnels de santé. Et sur cette version, nous sommes partenaires de la Fédération nationale des associations de médecins nutritionnistes et nous sommes également partenaires de la société qui s'appelle la SOFCOM. Alors Anne-Sophie, tu vas m'aider là-dessus pour expliquer le plus simplement possible peut-être ce qu'est la SOFCOM. C'est une société, c'est de là... T'as un chirurgien qui en fait partie, là, mais c'est la société savante des chirurgiens viscéro-bariatriques pour la chirurgie. C'est ça? Oui, exactement. Chirurgie de l'obésité. Voilà. Alors, la différence avec la première version, c'est que ce document n'a plus 19 experts, mais 35 experts répartis sur tout le territoire. Que ce document a été relu par un comité de relecture et que nous avons bien évidemment ajouté des questions qui ne figuraient pas dans la première version. Donc, bonsoir à tous. Cette émission est la vôtre. Je vais poser des questions, mais bien évidemment, vous allez être les acteurs principaux de ce sujet et c'est vous qui allez démarrer le jeu des questions. Alors, bonjour Monique. Bonjour petit Ginger. Ah, je te vois souvent. Alors, on va y aller parce que je vois que tu es en détresse. Donc, petit Ginger nous dit « J'ai été opérée d'une sleeve il y a 3 ans et j'ai quasiment tout repris. » Je vais m'adresser à tout le monde parce que je crois que ça soulève plusieurs interrogations. Docteur,
quand on est en reprise de docteur, quand on est en reprise de poids et qu'on reprend une quantité importante de kilos, bien évidemment, il faut essayer d'avoir une réaction relativement rapide. Parfois, on n'y arrive pas toujours. Mais est-ce que parmi les premiers examens que l'on va faire quand une patiente vient vous revoir après une reprise de poids importante, on regarde ce qui se passe au niveau de l'estomac? Oui, alors ça commence déjà par un interrogatoire, puisqu'il faut quand même essayer de cibler le dysfonctionnement qu'on peut avoir. Est-ce que la question du dysfonctionnement se fait sur la quantité ingérée pendant les repas, ou est-ce qu'il y a un problème de grignotage qui s'est installé, un problème de sédentarité? Ça va nous guider aussi sur les examens qu'on va demander. Si les quantités ont vraiment augmenté et que le patient présente une sensation de faim importante, il y a des examens morphologiques qui peuvent être demandés, notamment un scanner où on va visualiser la taille de l'estomac du patient, voir si cet estomac est de nouveau augmenté. D'accord. Alors, on part du principe que la taille de l'estomac n'a pas augmenté. Avant d'arriver peut-être au dysfonctionnement, à la confusion entre le grignotage, la collation, les repas, Naïta, docteur Rochereau, et là je m'adresse à vous, la médecin nutritionniste, je me pose une question. Est-ce que une personne qui, pour X ou Y raison, n'aurait pas fait son suivi après sa chirurgie, ce qui n'est pas bien, puisque quand on rentre dans le parcours préopératoire, on s'engage pour ce suivi à vie. Bon, admettons, la personne n'a peut-être pas forcément fait son suivi ou je ne sais pas. Est-ce que des carences peuvent favoriser une reprise de poids? Alors, moi je dirais d'abord que la chirurgie de l'obésité ne guérit pas l'obésité. Hélas, on aurait bien aimé, mais ça ne guérit pas parce que nous sommes dans une maladie chronique. Comme toute maladie chronique, elle demande d'être accompagnée toute une vie. Et c'est vrai que les patients croient à la magie de la chirurgie. Nous aussi on est bluffés parce que les patients revivent. Il y a des patients qui me parlent même de miracles, et je suis d'accord avec eux, c'est miraculeux au début, et après il y a la vraie vie qui reprend son cours, et là la vraie vie, le problème c'est qu'il y a effectivement des reprises de poids pour différentes raisons. Moi je dirais qu'il y a deux grosses raisons, soit des raisons chirurgicales, mais le chirurgien il fait son job, il regarde s'il n'y a pas des problèmes justement de dilatation, etc., soit des raisons comportementales et notamment nutritionnelles. Alors les vraies carences n'entraînent pas de reprise de poids, mais des troubles du comportement alimentaire qui peut-être existaient auparavant peuvent réapparaître en pire. Voilà. Donc on va viser ces deux étiologies, en tout cas. Voilà. Donc dans les étapes, évidemment, on regarde ce qui se passe d'un point de vue chirurgical, Voilà. on fait son bilan sanguin pour voir s'il y a des carences, Voilà. et bien évidemment, on se rapproche aussi, et je crois très fort au binôme diète-psy. Oui, Caroline, je crois très fort à ce binôme-là. Parce que les troubles du comportement ou l'alimentation compulsive, voilà, on peut peut-être essayer de les améliorer, de les corriger avec le psy pour essayer de comprendre à quel moment ils surviennent et peut-être essayer de les amoindrir, et avec la diète pour essayer, quand justement on a une pulsion, de, je sais pas, remplacer le sucre par autre chose. Je ne sais pas, alors pour ma part, au niveau diététique, je pense que c'est très important déjà que la personne arrive à différencier qu'est-ce qui est de l'ordre de la sensation de faim, est-ce qu'elle repère encore sa satiété, parce que logiquement après une intervention, la satiété arrive plus vite, donc on va retravailler les sensations alimentaires, et en effet de voir qu'est-ce qui est de l'ordre du grignotage, qu'est-ce qui est de l'ordre de la compulsion, et aller voir en effet si c'est des choses qui étaient déjà là présentes dans le passé et qui se sont redéclenchées. Et là aussi ça va être en binôme avec la psychologue, savoir quels sont les événements de la vie qui ont fait que ça s'est revenu. Et après, le travail diététique, ça va être que la personne arrive à s'auto-observer, différencie qu'est-ce qui est de l'ordre de la physiologie ou de la compensation ou de la crise alimentaire psychologique, et aller travailler avec la psychologue sur les causes de ces comportements. D'accord. En tout cas, moi, petite Ginger, il y a une chose que je veux dire et qui est hyper importante. On ne reste pas dans son coin, et je pense que là, vous direz tous la même chose. On n'a pas de... Voilà, on n'a pas de honte à ressentir, on n'a pas peur du regard du praticien qui vous accompagne, et on réagit et on y va. Et il n'y aura pas de jugement, il n'y a pas de malveillance. La volonté des médecins qui vous accompagnent et qui vous ont toujours accompagné depuis le démarrage du parcours opératoire jusqu'à l'intervention,
jusqu'au suivi, jusqu'à la pré-intervention, vous le savez mieux que personne, c'est pour que vous alliez mieux. Voilà. On rappelle peut-être, Dr O, quelles sont les conditions pour se faire opérer et cette histoire de rapport bénéfice-risque quand même, parce que c'est quand même pas, la chirurgie de l'obésité, c'est quand même pas une opération esthétique. C'est pas le but, c'est pas l'opération top modèle. On peut peut-être rappeler les fondamentaux. C'est pas du tout une opération de chirurgie esthétique, c'est vraiment une chirurgie métabolique pour régler des problèmes de santé liés à l'obésité. Donc il y a vraiment une balance bénéfice-risque entre l'intérêt de cette chirurgie et puis le risque chirurgical. Les critères pour avoir une chirurgie, ils sont basés sur l'IMC, l'indice de masse corporelle qui se calcule. C'est un rapport entre le poids et la taille. L'indication d'une chirurgie, c'est déjà d'avoir eu un suivi nutritionnel, diététique bien conduit sur un minimum de 6 mois, c'est 6 à 12 mois dans les règles. Et puis il faut avoir un IMC supérieur à 40 ou 35, mais associé à des pathologies liées au poids, l'hypertension, le diabète, l'apnée du sommeil, les problèmes articulaires. D'accord, très clair. Petit Ginger, j'espère que nous aurons répondu à ta question. Bonsoir Barbara. Alors, je me suis fait opérer d'une sleeve mardi 9 octobre et 3 jours après, j'ai faim toute la journée et surtout, je n'arrive pas à boire lentement. Bon. Anaïta. Oui. Alors, la faim, c'est déjà, est-ce que c'est une vraie sensation de faim physiologique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des gargouillis, est-ce qu'il y a un sentiment de fatigue, un creux à l'estomac, ou est-ce que c'est des envies de manger? La première chose, ça va être de distinguer ça. Pour boire, après, il faut bien sûr se rapprocher de son chirurgien pour voir s'il n'y a pas des raisons physiologiques qui font que la boisson ne passe pas. Après, ça va savoir qu'est-ce qui ne passe pas. Est-ce que c'est le goût de l'eau? Est-ce que c'est le liquide en soi? Est-ce que si les aliments Peut-être passent... la température aussi. La température. Parce qu'entre le froid et le chaud, ça agit différemment. Ça, c'est très variable d'une personne à l'autre. Oui, bien sûr. Alors, sur l'eau plate, il y a beaucoup de patients qui ont du mal à boire de l'eau plate dans les premières semaines, voire les premiers mois. Ça crée un poids, une sensation douloureuse sur l'estomac. Il faut aromatiser les liquides. Même la température va jouer là-dessus. Mais le fait de ne pas boire de l'eau, c'est pas forcément anormal sur les premières semaines après une chirurgie. Après, sur la sensation de faim, on est sur une opération très proche, très récente. Donc il y a aussi une alimentation qui est très pauvre, donc il y a un estomac qui est vide en permanence. Et avoir une sensation de faim sur les premières semaines, c'est pas non plus choquant. Non, en effet, c'est pas normal. Alors, Anne-Sophie. Sinon, moi je dirais peut-être un reflux. Le reflux. Ouais. Et Après, le faim, reflux, il y a ça aussi la arrive. dimension psychologique. Aussi. Oui. Mais en premier lieu, une cause organique peut-être. C'est difficile de changer ses habitudes alimentaires, ses envies, elles sont Alors aussi justement, conditionnées à ces Caroline, notions de plaisir. quelque chose qui va te faire bondir, et toi Anne-Sophie qui va te faire bondir, parce que Barbara continue en nous disant, chez moi, il n'y a pas de suivi diète et il n'y a pas de suivi psy. Il faut que vous ayez quelque chose ou quelqu'un qui puisse vous orienter proche de chez vous. C'est capital parce que les chirurgies vont découler beaucoup de changements, à la fois psychologiques, métaboliques, et qui vont durer quand même pendant plusieurs mois. Et un accompagnement, aller voir un psy, c'est pas parce que vous êtes fou, hein. C'est juste en fait pour essayer de repérer là où vous êtes, là où vous voulez aller et retrouver, j'ai envie de dire, une unité au milieu de tout ça. Et c'est vous accompagner et vous fortifier au mieux dans cette idée-là. Et la diète, pareil, il faut trouver quelqu'un qui puisse vous aider à choper les bons repères, et le tout, et ça je réinsiste systématiquement, hein, avec plaisir. Avec plaisir, vous ne tiendrez pas s'il n'y a pas de plaisir. Oui, et de travailler le plaisir aussi autrement sur Oui. d'autres... Oui, Et ça, je pense que c'est vraiment un binôme diète-psy, Oui. de travailler sur la notion de se faire plaisir autrement que dans le sucre et dans le gras. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est un mécanisme de défense aussi. Hein, de Oui. manger, ça peut être un mécanisme de défense parce qu'on va pas bien, qui peut être lié certes à une histoire difficile, mais qui peut être lié aussi à des événements présents ou de manière très compulsive. Voilà, on peut manger aussi pour évacuer un stress, aussi pour contre la fatigue et pour se faire plaisir. Voilà, Pour se faire exactement. plaisir, Voilà. les repas Donc c'est vrai que ça famille, dominicaux, etc. Non. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que la notion de plaisir, pour moi, c'est quelque chose de primordial pour réussir une chirurgie bariatrique, c'est apprendre à se faire plaisir aussi autrement. Autrement dans la nourriture et autrement tout court. Oui, on est bien d'accord.
Oui, alors le plaisir, j'insiste vraiment dessus parce que je suis assez peinée quand j'assiste à certaines réunions et je vois des patients qui sont tout juste opérés de quelques semaines et qui vont dire c'est absolument génial. Et là, je m'adresse au docteur Rochereau. C'est génial, je perds du poids et je fais ce que je veux, je mange ce que je veux, je mange n'importe quoi, mais on s'en fout, je perds du poids. Oui, ok. Et après, il y a le retour du bâton. Voilà. Au début, effectivement, si on lâche tout, de toute façon, mécaniquement, on ne peut pas trop manger, en fait, mécaniquement, donc ça se fait tout seul. Mais au bout de quelques mois, on va dire que finalement, le corps reprend ses droits. Et si on n'a pas été attentif à sa nouvelle façon de vivre, on va dire pas uniquement de manger, mais de vivre, et bien là, la prise de poids peut se faire. Voilà. Et donc ça, c'est un drame pour les personnes qui reprennent du poids après une chirurgie d'obésité, parce que déjà, avant d'être opérées, ce sont des personnes qui ont fait un parcours de régime sans fin et fienne. Et donc vivre un échec d'une chirurgie, c'est terrible sur un plan psychologique. Je pense que notre consoeur nous dira, c'est vraiment quelque chose de terrible. Docteur O, on s'est opéré d'une sleeve ou d'un bypass, on va parler vraiment des opérations les plus connues. Pendant combien de temps on perd du poids? Globalement, la lune de miel, c'est combien de temps? Sur une sleeve, c'est 9 à 15 mois, sur un bypass un tout petit peu plus. Globalement, c'est une bonne année. Et après, on va voir pendant l'année qui suit une étape où on va reprendre légèrement quelques kilos, de l'ordre de 10% de ce qu'on a perdu. C'est normal. C'est normal. C'est l'étude de suivi à long terme qui montre ça. D'accord. Donc il ne faut pas non plus s'inquiéter de cette petite reprise pondérale qui est faible, 10 kg, 10% c'est pas énorme. D'accord. Et ensuite on stabilise. C'est-à-dire qu'en gros, vous perdez 60 kg, vous reprenez 6 kg. Ouais. Voilà. Donc là, on ne s'affole pas. Par contre, on continue à reprendre du poids et on passe la dizaine de kilos. On essaye de voir peut-être là où le bas blesse. On doit de On toute réagit. façon voir, même avant, on est censé être dans un suivi. Donc la petite reprise de poids doit quand même être surveillée au niveau chirurgical, au niveau nutrition, pour vérifier qu'il n'y a pas une erreur qui s'installe aussi progressivement. D'accord. Il y a une question qui vient systématiquement après une chirurgie d'obésité. Les cheveux, docteur Rochereau. Oui. La question, je perds mes cheveux, au secours, est-ce que je les Voilà. chauffe? Alors non, il y a une carence, de toute façon, une carence nutritionnelle qui c'est automatiquement même, parce qu'on ne mange pas ces apports nutritionnels et même les compléments nutritionnels n'arrivent pas à remonter les niveaux. Donc il peut y avoir effectivement une perte de cheveux, mais bon, je pense qu'elle est transitoire dans mon expérience. Et dans ces cas-là, on booste les gens avec les compléments nutritionnels. D'accord. Et là, Mais les gens les prennent. elle est systématique. Non, pas systématique, mais on va dire dans 80% des cas, il y a quand même une carence effectivement, de vitamines qui font que les cheveux tombent. D'accord, très bien. Alors, bien Loïc, Caroline. Loïc nous dit, on a l'impression d'une faim, il est très important après l'opération d'apprendre à vivre avec ce nouveau estomac. Quand toi, par exemple, tu reçois des patients en parcours préopératoire, parce que on rappelle quand même que ce parcours préopératoire, il n'a pas été fait par hasard, il a été fait pour une éducation, ce qu'on appelle une éducation thérapeutique patient. Il a été fait pour vous permettre de rencontrer plusieurs spécialistes pour voir si vous êtes apte d'un point de vue physiologique à pouvoir subir cette intervention, mais également pour voir si d'un point de vue psychologique, vous êtes apte à pouvoir encaisser les changements que cette opération va induire. Comment ça se passe toi, quand tu vois par exemple des patients en parcours préopératoire à l'occasion de ces fameux entretiens psy? C'est pareil, ça fait partie des questions qui sont les plus posées sur les forums et dans les groupes. J'ai peur, je vais voir la psy, j'ai peur qu'elle me coince. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Est-ce qu'il y a des réponses types? Parce que si je ne peux pas y aller, ce sera de la faute du psy. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi c'est important ce rendez-vous avec le psy? Alors c'est important parce que c'est important d'évaluer au niveau psychologique si la personne est prête ou pas à pouvoir justement supporter les contraintes de vie de la chirurgie. C'est important parce que quand il y a des troubles du comportement alimentaire ou justement des compulsions alimentaires, sans forcément parler de boulimie ou d'anorexie, mais des troubles moins sévères, c'est important d'essayer de voir le lien avec l'histoire de la personne, mais aussi avec la vie au présent. Et puis après l'évaluation, il y a le temps du suivi
préopératoire aussi, psychologique. Et là, c'est important de pouvoir travailler effectivement en binôme avec la diététicienne pour, au fur et à mesure des changements que la diététicienne va apporter dans la préparation alimentaire, entre guillemets, à la chirurgie, de pouvoir évaluer aussi les répercussions sur le plan psychologique. Est-ce que le patient va bien vivre les choses? Est-ce qu'il va avoir des frustrations psychologiques? Dans ce cas-là, on travaille au niveau des entretiens psy aussi sur les freins et les leviers pour justement arriver à mettre en place un certain nombre de changements avant de se faire opérer. Que ce soit des choses sur le fait de mâcher, que ce soit sur manger lentement, mais aussi sur les choix alimentaires, d'arriver à peu près à rééquilibrer un peu les choses pour qu'effectivement, en post-opératoire, ce ne soit pas une souffrance. Et là, je rajouterais même une chose, de ne pas créer d'autres addictions. Oui, tout à fait. Parce que ça, nous, on le voit au sein du collectif, on a des patients qui se créent d'autres addictions. Et ça, c'est un danger. Et là, effectivement, le rôle de l'équipe pluridisciplinaire est vraiment là. Après l'intervention, tu veux dire? Oui. L'hypersexualité, l'alcoolisme, l'addiction au jeu. Oui, aux achats. L'alcool Bien aussi. sûr, l'alcool, oui. Je pense que je rajouterais, en fait, souvent le suivi préopératoire, il est un peu vu comme une contrainte, comme je suis obligée d'y aller pour avoir l'opération. D'expérience, des patients qui sont venus, qui ont adhéré, ça a été beaucoup plus simple pour eux dans les mois qui ont suivi l'intervention, parce que ça permet d'évacuer toutes les questions, toutes les angoisses, d'expliquer, nous, ça nous permet au niveau alimentaire, d'expliquer quelles vont être les contraintes post-opératoires, quels vont être les différents ressentis, et de commencer déjà à travailler sur le comportement alimentaire sans forcément être amené à le modifier, mais de pouvoir initier quelque chose. Et c'est surtout aussi que le lien se fait. Parce que souvent, moi, ce que je dis quand je vois les gens préopératoires, c'est que nous, on est là pour vous aider, et que si ça ne va pas, il faut venir nous voir. Et si le lien s'est créé, c'est plus facile pour une personne, même si peut-être il y a eu 1 ou 2 rendez-vous de loupés, de dire là ça va pas et je vais venir parce que je la connais, je connais la psychologue, le chirurgien. Je pense que c'est important de sortir du côté évaluation justement et de montrer. Pour beaucoup de patients, le fait d'avouer. C'est un travail aussi de confiance, de mise en confiance. Bien sûr. De faire aussi, de permettre aux patients de comprendre l'intérêt de pourquoi il y a ce suivi. Je pense que c'est important d'expliquer aussi nous, les soignants, pourquoi il y a ce suivi et qu'est-ce que ça va leur apporter. Et bien sûr, quand on arrive à établir un lien de confiance en préopératoire, et ben après, les patients aussi reviennent plus facilement vers nous en post-opératoire quand ils ont des difficultés. Mais il y a encore beaucoup de patients aujourd'hui qui n'osent pas poser leurs questions par crainte d'être jugés et qui ont peur d'entendre en retour. Oui, ou qui ont peur ça, je ne peux d'avoir pas le dire parce qu'on va dire que je ne suis pas capable et que je ne suis pas prêt pour l'opération. Si je peux me permettre, parce que ça c'est quand même super important et ça fait partie de la valeur en santé. Les choses sont en train de se réécrire en ce moment sur la valeur en santé. C'est-à-dire que l'équipe soignante, et quel que soit le domaine de spécialité médicale, doit être faite dans l'intérêt du patient et j'ai envie de dire de sa famille. C'est-à-dire que si à un moment donné vous trouvez que finalement il n'y a pas les échanges ou il n'y a pas la tension ou qu'il ne se crée pas ce lien, à ce moment-là arrêtez avec cette équipe-là et allez voir une autre équipe. Mais quoi qu'il arrive, l'équipe est là pour travailler en binôme avec vous. C'est prioritaire et c'est dans votre intérêt de santé à vous. Et en obésité, ça fait partie des spécificités, on en a des nombreuses, mais on a tendance à ne pas être suffisamment égoïste. Et là, pensez à vous. Donc, excusez-moi, c'est un petit coup de gueule perso. Mais non, mais tu as raison. Mais valeur en santé, pensez à vous. Et vous êtes la priorité, quoi qu'il arrive, du dispositif. Donc, allez-y, foncez. J'ai une question pour toi, Cédric. Alors, je voudrais la retrouver. C'est une personne dont j'ai oublié le prénom, qui a le sentiment d'être en échec par rapport à un bypass, qui nous explique qu'elle a été opérée d'un bypass. Voilà, on y est. Il y a en 2017. En septembre 2017, moi aussi j'ai souvent faim et contrairement à ce qu'on m'avait dit, j'arrive à manger des quantités assez conséquentes. J'ai perdu 10 kilos la première semaine après l'opération et depuis plus rien, au contraire quelques grammes repris. Je pense que le bypass est un échec chez moi. Alors, Docteur O, j'ai 2 questions à vous poser. On va répondre bien évidemment à cette question. Je remarque quotidiennement sur les réseaux, les forums, les groupes privés, des questions sur la capacité à ingérer après une intervention. Et les patients entre eux comparent. Ah, toi, tu as réussi à manger ça? Je comprends pas, moi, j'ai pas réussi. Mais mince, si je mange plus que toi, ça veut dire que c'est un échec, j'ai un estomac qui est dilaté ou qui est plus gros. Ça y est, c'est raté.
est-ce qu'on peut expliquer très clairement aux patients que cette comparaison, finalement, il ne faut pas la faire? Ah non, Que chaque patient est unique? Cette comparaison, il ne faut pas la faire. Il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en jeu. Déjà, la capacité de mastication du patient. Les patients vont remanger, quand on parle l'équivalent de 200 ml, la quantité qu'on va pouvoir ingérer après une sleeve, globalement, on va la manger plus ou moins facilement selon la mastication qu'on va avoir. Donc il y a des patients en 2 mois, ils vont en manger assez facilement cette quantité-là. Il y en a, il va leur falloir 4 ou 6 mois. C'est vraiment très très variable d'un patient à l'autre. Y compris en post-opératoire immédiat. Oui. Y compris pendant les 4 semaines dites de cicatrisation. Donc, vous avez entendu, pour votre bien-être, et je crois que ça c'est vraiment important parce que vous vous comparez sur beaucoup de choses. C'est normal, vous essayez d'avoir des repères, mais ces repères-là, trouvez-les auprès des professionnels de santé et comprenez que chaque cas est unique. Vous êtes unique. Donc, c'est pas parce que ce ne sera pas comme le camarade d'à côté que c'est foiré ou qu'il y a un échec qui se manifeste. Pour aller plus loin, la perte de poids aussi du premier mois, elle n'a pas beaucoup de sens. On a souvent les patients qui nous disent « j'ai perdu tant de kilos, ma voisine de chambre, j'ai eu au téléphone hier, elle en a perdu 5 de plus ». D'accord. On est sur une chirurgie, sur un parcours au long cours. Perdre 8 kilos ou 12 kilos le premier mois, c'est important pour le patient puisque ça demande au départ de perdre du poids. Bien sûr. Mais c'est vraiment pas un critère important pour l'équipe. Rappelez-vous 15 mois, 18 Voilà. mois. Là, passé 6 mois, ça devient significatif. D'accord. D'accord. Les premières semaines. Attends, moi j'ai une question pour le chirurgien. Est-ce qu'on Et pourrait après, dire on que répond, Oui, après, on bien répond sûr, à bien sûr, Audrey. pardon. Est-ce qu'on pourrait dire que des parois gastriques internes, l'œsophage, l'estomac, sont plus ou moins flexibles ou élastiques d'un patient à l'autre, d'un individu à l'autre? Sur les premières semaines, Même au long cours. alors, au départ, il y a l'œdème chirurgical qui va Oui, être variable exact. aussi selon le traumatisme Oui. du chirurgien, enfin du geste. Donc il va y avoir comme une variation de l'alimentation le premier mois liée à cet œdème. D'accord. On va remanger plus ou moins facilement. Après, normalement, l'estomac se distend peu sur la partie restante. Donc la variation elle est peu importante d'un patient à l'autre à ce niveau-là. C'est vraiment plus, pour moi, la mastication, le temps que le patient va prendre pour s'alimenter qui va jouer. Celui qui prend vraiment du temps qui va... Et là, il y a une info qui serait bonne à donner aussi, c'est que plus vous mastiquez longtemps, plus effectivement vous allez moins manger. Parce que les messages sont envoyés au cerveau. Et voilà, et de souvenir, c'est pas un quart d'heure entre l'aller-retour, entre le cerveau et les capteurs de satiété. Pas par boucher, hein, quand même. Non, pas par boucher. Non, mais il faut qu'on arrête sur les capteurs de Les sont satiété. tellement petits en fait après la chirurgie que finalement manger 45 minutes c'est vachement long. Pour les patients c'est trop long. Ah oui, Vous oui, avez non, vraiment mais... une petite portion. Donc autant mastiquer, de toute façon, s'ils avalent, après ça va rester bloqué ici. Donc je pense que déjà, le fait que ça bloque ici, ça ralentit la vitesse alimentaire. Au début, les patients sont très attentifs. Ils ont vraiment peur. En plus, je pense que psychologiquement, ils ont peur que ça s'ouvre. Bien sûr. Souvent, ils disent, ah, je vais y aller doucement, j'ai peur que ça s'ouvre. C'est après, au bout La de perte quelques de mois, on va trou. dire 2 ou 3 ans après, où là, voilà, pour reprendre les bases de la mastication. Docteur, qu'est-ce qu'on dit à Audrey? Parce que Audrey se sent en échec. On lui conseille de revoir son chirurgien, parce que visiblement, elle dit qu'elle arrive à manger des quantités importantes, qu'il n'y a pas de perte de poids. Il y a peut-être, pour le coup, un problème sur l'estomac. Il faut explorer. Et Voilà. Je dirais aussi qu'il faut se laisser du temps parce que je ne vois pas bien, mais si ça fait que quelques semaines. Il faut... 27 septembre 2017. Ah, On est sur un an passé. Audrey, vous en parlez avec l'équipe pluridisciplinaire, mais logiquement, Audrey, là on est à 1 année de l'intervention, donc le suivi il doit être assuré. J'imagine que les bilans sanguins sont faits, les consultations diète psy, chirurgien. Moi je fais ma rabat-joie, mais enfin vous savez que c'est hyper important et c'est pour. Moi je voudrais reprendre ce que disait Anne-Sophie Joly tout à l'heure. Le patient est vraiment au centre de la prise en charge. C'est un travail d'équipe, cette chirurgie, tous les acteurs sont réunis et le patient est au centre de cette équipe. Et je trouve dommage quelque part de nous poser cette question, mais pas de la poser à son équipe chirurgicale. N'ayez pas peur, sincèrement, n'ayez pas peur. Moi, je le comprends parce que il y a 20 ans, lorsque j'y suis allée, on avait, alors l'obésité crée de l'espace, quelque part, parce qu'on fait peur, on est ce que les autres ne veulent pas être.
quelque part. Et puis d'un autre côté, ben voilà, c'est t'es grosse, c'est de ta faute, ou t'es gros, c'est de ta faute. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais beaucoup plus compliqué que ça. Et que ça, il faut se sortir de la tête, et sorti de là, de toute façon, j'ai envie de dire, l'obésité, c'est une maladie chronique qui se soigne. Je vais être très méchante, mais attention, bouchez-vous les oreilles les enfants, la connerie ne se soigne pas spécialement. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut réussir à passer. Si l'équipe est là et s'occupe d'obésité, c'est qu'elle est formée et elle est soudée pour pouvoir travailler avec vous. Donc n'ayez absolument pas peur de retourner voir votre équipe. Au contraire, ils vont être contents de vous revoir en disant, voilà, vous n'êtes pas venu, ok, mais qu'importe, on va essayer de gérer les problèmes là où ils sont et de trouver surtout des solutions. Enfin, c'est comme ça que je le vois dans les équipes. On est très inquiet quand on ne revoit pas les patients après. On est vraiment très inquiet. On se Oui. dit, oups. Et ça, c'est une discussion qu'on a souvent eue, Brigitte, et vous êtes peinée, vous êtes inquiète. Oui, parce qu'on est inquiet. Vous êtes inquiète pour vos patients, là, Voilà. tout ça, quand vous ne les voyez pas. Donc, entendez-le, parce que voilà, l'équipe médicale, ils sont humains et ils s'occupent de vous. Voilà, et quand vous ne venez pas, ils sont inquiets. Donc, et en même temps, le deal, c'était quand même de vous voir. Je réinsiste lourdement là-dessus, mais c'est pas une opération anodine, la chirurgie de l'obésité. Alors, je vais dire des chiffres, Dr O, pardonnez-moi, on est à combien de pourcents d'échecs là aujourd'hui à 5 ans, hein? On est à quoi, 30-40% d'échecs sur, après SLI, la chirurgie de l'obésité? Un peu moins de 30, et en grande partie parce que les suivis ne sont pas correctement faits. Voilà. C'est surtout ça. Voilà, donc moi vraiment j'insiste là-dessus parce que la clé elle est là. Voilà, une grande partie de la clé est là. Voilà, peut-être pas que, mais c'est une grande partie de la clé. Alors, je dis bonjour à Laetitia qui nous regarde de Toulouse et qui est très active auprès des patients qui sont opérés d'une chirurgie de l'obésité, ex-présidente d'une association formidable. Karine Robles, bonsoir. Effectivement, Barbara, il faut que vous trouviez l'équipe qui vous conviendra. Alors, Fabienne, je n'arrive pas à comprendre pourquoi un chirurgien opère alors que la patiente n'est pas prête. Plein d'échecs de régime, de séjour dans des établissements pour perdre du poids en grosse dépression, pas d'éducation nutritionnelle, ce sera un échec. Bon. Ok, donc là on est plutôt sur la sensation d'un parcours préopératoire qui est peut-être pas tout à fait complet pour cette patiente. Nassima, bonsoir, vous nous avez contacté, je ne sais plus si c'est hier ou ce matin effectivement, en nous posant des questions. Alors je crois que le docteur Rochereau a répondu à cette question. Donc la perte de cheveux... c'est en prévention. Nassima demande si elle peut pallier en prévention cette perte de cheveux. Ah oui. Alors moi j'ai l'habitude de donner en prévention des compléments nutritionnels malgré tout, avant l'opération, au moins 15 jours avant, pour assurer le maximum d'apport nutritionnel. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais il n'y a pas... Avant l'intervention. Ou une quinzaine de jours. Pas uniquement pour les cheveux, hein. Moi je parle plutôt pour les vitamines, les nutriments, voilà. Après la perte de cheveux n'est pas automatique. Hein. Dès qu'elle est là, il n'y a pas d'urgence, on donne des compléments nutritionnels adéquats et on va dire sur quelques semaines, ça s'arrête. D'accord, voilà. D'accord. Donc pas de panique. Je crois que c'est vous, Nassima, qui me posiez une question tout à l'heure. Donc vous êtes en parcours préopératoire, si je me souviens bien. Je crois que la sleeve est imminente. Et vous vous posez pas mal de questions sur ou la constipation ou à contrario une diarrhée a posteriori. Et la question de Nassima, c'était en post-op immédiat, docteur, épar ou pas épar, smecta ou pas smecta, par exemple. Alors épar, déjà il faut bien s'hydrater. Et comme on va boire par petites quantités assez difficilement au départ, il faut vraiment y penser toutes les 5 minutes, il faut boire un petit peu au départ. D'accord. Pour boire suffisamment sûr. Déjà, le côlon va moins fonctionner puisqu'il est moins rempli, il y a beaucoup moins d'aliments qui rentrent. Surtout sur une étape où on est plutôt liquide, donc il y a vraiment moins de solide dans le tube digestif. Donc c'est quand même normal d'avoir des selles à une fréquence moins fréquente. Après, il y a aussi on s'inquiète au bout de combien de temps?
il y a une règle là-dessus ou c'est une douleur qui... C'est à la gêne, mais passer une semaine, On réagit. on réagit. Voilà, Nassima, au bout d'une semaine, on réagit. Et l'autre, pendant, on La diarrhée, après une sleeve, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir de diarrhée. bypass. Après le bypass, ça peut arriver, mais c'est plutôt sur des erreurs alimentaires quand même. Une alimentation où il y a un peu trop de gras, où là, comme le gras n'est pas absorbé, on a plutôt tendance à avoir une diarrhée précoce après le repas. D'accord. Mais Enfin, globalement, un bypass avec une alimentation équilibrée, on est plutôt sur les mêmes troubles du transit, plutôt de la constipation, comme une sleeve. D'accord, mais quoi qu'il advienne, et je pense que là, vous en conviendrez absolument tous autour de cette table, de manière générale, l'automédication, c'est pas terrible. Peut-être là, avec l'estomac qui a été un petit peu tripoté, pas d'automédication. Systématiquement, on se rapproche de son médecin, de son chirurgien, de son médecin nutritionniste, peut-être aussi de son médecin généraliste, Anne-Sophie. Impératif, il faut le mettre dans la boucle. Les nouvelles recommandations qui ont été données par l'Inspection générale des affaires sanitaires, l'IGAS, va imposer effectivement la mise dans le parcours du médecin généraliste, impératif dans le suivi, parce qu'effectivement, si je dis bien si, vous ne faites pas votre suivi en pluridisciplinaire, le médecin généraliste va avoir pour devoir effectivement de faire lui le suivi. Et il doit être au courant effectivement que vous ayez une des chirurgies et voir et être alerté si effectivement vous avez des carences. Et je rappelle que les carences sont loin d'être anodines, parce qu'une carence vitaminique peut emmener sur des garniquets irréversibles, c'est des maladies neurodégénératives qui sont complètement irréversibles. Donc c'est très très sérieux. Et pour les femmes qui sont enceintes et qui ne prennent pas leur complément alimentaire, ça a des conséquences terribles et mortelles sur les fœtus, voire des malformations. Donc voilà, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous donner une information. Ce n'est pas, et comme le disait tout à l'heure, c'est pas une chirurgie esthétique, c'est une véritable chirurgie métabolique et qui a des côtés positifs, qui a des côtés négatifs, mais il faut être acteur de votre santé. Donc le médecin généraliste, c'est le pilier, un des piliers centraux, quoi qu'il arrive, de votre suivi à vie. Alors, un sujet qui fait partie des questions vraiment systématiquement posées. Marco, bonsoir. Et si on faisait un point sur les boissons gazeuses? Alors, boissons gazeuses, autorisées ou interdites? Alcoolisées ou pas? Je complète l'info. On va partir sur des boissons gazeuses non alcoolisées. Autorisées ou interdites? On va peut-être commencer par vous, docteur. Mais enfin, je pense qu'on va faire un tour de table, ça va être assez... Pour moi, interdit, parce que petit à petit, quand même, ça va avoir une action sur la taille de l'estomac. Alors, dire un verre 2 fois par an, souvent c'est difficile à passer, mais là, il ne va pas y avoir de conséquences. Par contre, plus ça va être régulier, plus on va avoir quand même une dilatation progressive de l'estomac. Ça ne se fait pas en 6 mois, hein, mais en 2-3 ans. C'est toujours dommage. Docteur Bouchereau? Alors en fait, il y a 2 choses. Il y a des gaz qui vont détendre le petit estomac, donc c'est pas vraiment recommandé, comme disait notre ami chirurgien. Et puis il y a la boisson en elle-même, parce que c'est une boisson sucrée, alcoolisée. Alors on va pas interdire le champagne non plus, bien sûr. Mais les boissons sucrées, le problème, c'est que effectivement, c'est quand même, si elle nous le dira, ça peut être vite addictogène. Donc on va peut-être éviter de boire des boissons sucrées, même sans gaz. Donc il y a 2 choses. Il y a les gaz et la boisson en elle-même. Et le light et le zéro, vous en pensez quoi? Alors le zéro, j'en pense que ça peut être une très bonne chose, sauf que eh bien, les personnes se ruent sur le light en disant ça y est, c'est pas de calories, je vais pas grossir, sauf que sans le savoir, elles deviennent addictes. Donc ça ne nous arrange pas non plus les boissons light. Moi je dirais avec modération pour les boissons light et les bulles, le minimum du minimum du minimum. Pas interdire, c'est impossible d'interdire, la vie continue, mais le minimum du minimum. Anaïta? Alors, moi, pour ma part, je rejoins tout à fait ces conseils. Je pense que moi, j'explique toujours quels sont les effets des boissons gazeuses sur la dilatation de l'estomac. Après, c'est à l'appréciation de chacun de savoir ce qu'ils ont envie de faire ou pas
dans la réussite de leur parcours. En effet, les boissons sucrées, il faut faire attention, surtout qu'on est quand même, justement par rapport au plaisir dont on parlait tout à l'heure, du coup c'est des boissons qui vont apporter beaucoup de sucre très concentré, donc du coup activer aussi les zones de plaisir au niveau du cerveau rapidement, donc faire attention à une surconsommation des boissons sucrées, qu'elles soient gazeuses ou pas. Bien sûr, après on n'est pas dans l'interdiction, et moi je dis toujours dans des moments de convivialité, ça peut tout à fait être consommé. Et Caroline, tu interprètes comment la patiente qui entend bien que la boisson gazeuse est interdite, mais qui va se servir un verre de coca et qui va le laisser dégazer? Là, on est sur l'addiction au sucre, je pense. Là, on est vraiment sur un besoin de sucre. D'accord. Par contre, je voudrais juste compléter pour l'alcool. Juste avant le coca, je crois qu'il y a une substance quand même qui rend dépendant, en dehors du sucre. Il y a une autre substance. Non. Je pense que le sucre est halitogène. Mais il n'y a pas une autre substance chimique qui rend aussi. Je pense pas. Mais le sucre, la quantité de sucre voilà, suffit c'est ça. déjà en elle-même. Déjà. Ma question c'était l'alcool. L'alcool, quand on a un bypass, moi de souvenir, on me disait c'est un verre d'alcool, c'est équivaut à 4 verres d'alcool dans le sang. C'était ça, hein? Moi, ce que je dis aux patients, c'est un demi-verre en général, ça suffit C'est ça, bien. c'est que dans le sang c'est multiplié par 4. Hein. Le problème de l'alcool, il y en a deux. Le point, c'est que c'est hyper calorique. Oui, aussi. Et puis, donc on va contre les règles diététiques recommandées. Et puis, on est censé pas boire et manger en même temps. Oui. Donc, quand on prend l'alcool à jeun, ça va être aussi plus vite actif. Donc, dans le bypass, le court-circuit, il va encore plus vite, mais même dans une sleeve, le fait de boire à jeun, finalement, ça marche pas très bien. Ah, aussi. Non, mais il faut quand même pas pousser de temps en temps. Non, mais la je- fête, hein. mais- Faut le Oui, faire. non, mais- Sinon, Non, on sera mince Avec après modération. tout. Avec modération. Avec Voilà. modération, mais quand même. Alors on continue, excusez-moi. Pardon. Coucou Monique, Monique, ça me fait très plaisir de te voir là. Monique est quelqu'un qui me touche beaucoup, qui a eu un réveil pas très simple, quelques petites complications, grande battante, et qui est enfin rentrée chez elle. Mais merci pour ces jolis mots, Monique. Voilà, Karine, voilà. Ah, Karine est un petit peu fâchée. Oui, alors Audrey, le bypass tout à l'heure, les 10 kilos et la reprise de poids. Anaïta, c'était une erreur de frappe. On n'est pas sur 2017, on est sur le Alors, 27 voilà. septembre 2018. Et donc du coup, je Donc relis ce que là- je disais tout à l'heure. Je pense que c'est très important de se laisser du temps parce qu'il y a évidemment qu'il y a beaucoup d'attentes sur la perte de poids, c'est tout à fait normal. L'intervention est faite pour ça. Cool. Voilà, il faut vraiment se laisser du temps. Oui, puis alors moi, on fait juste un remember, quoi. Quand on faisait des régimes à l'époque qui nous ont fait faire le yo-yo et qui nous ont fait arriver à des états qui nous conviennent plus aujourd'hui, moi, j'ai pas le souvenir en 3 semaines de perdre 10 kilos, quoi. Non, c'est surtout que les kilos, tu les as pas pris en 3 semaines. Déjà. Oui. Ouais, c'est déjà. Donc on va pas les perdre en 3 semaines. Il faut Absolument. vraiment se laisser du temps, surtout qu'il y a des paliers, les pertes de poids sont pas. Souvent, il y a une perte de poids importante le premier mois, puis après, ça ralentit. Donc, il faut vraiment essayer. Alors, moi, je dis souvent à mes patients, la balance, il faut à un moment la ranger dans le placard. Et voilà, on sent dans ses vêtements. C'est ça. Oui, le Il y a la masse, centimètre. il y a la On masse. peut se mesurer d'ailleurs parce que Peut-être pas oui. trop, quand même. Non, mais on peut alors, aussi je sais que c'est une regarder les astuce. contours corporels que nous C'est pouvons une avoir. astuce qui est donnée quand on est en fait en plein palier parce qu'il y a des patientes qui sont des patients qui sont un peu tristounes ou qui s'agacent pendant les paliers. Et en fait, ils peuvent se mesurer une fois par semaine et ils constateront qu'ils perdront en volume. Alors pas forcément en poids, mais voilà, ça fait partie des astuces qu'on a pu voir. Bon, Audrey a rectifié, donc Audrey, faites-vous confiance, tranquille, vous en êtes au début, vous avez le temps. Salut Stéphane, effectivement le suivi est obligatoire et il doit se faire à vie. Coucou Ousmane. À l'étranger. Ousmane. Voilà, alors le cas d'Ousmane, je dois vous avouer que vous n'êtes pas un cas isolé et ça nous arrive régulièrement d'avoir des appels et des contacts de ce style. Ousmane s'est fait opérer à l'étranger.
il a besoin d'un 25 suivi. octobre. Il a besoin d'un suivi, il a besoin d'une équipe et aujourd'hui, Ah ouais, c'est dans... il n'a personne qui le suit. Voilà, donc... En fait, il va J'ai faire. fait. En 2018, 25 octobre 2018. Il va le faire. Il va faire. Il va le faire. Non, il l'a fait et c'était en septembre, il s'est trompé. Ah, pardon. C'était en septembre, il a fait une sleeve à l'étranger le 25 septembre 2018. Il n'a pas d'équipe pour son suivi. Donc Anne-Sophie, je vais me permettre de t'adresser ce patient. CNAO.fr. CNAO.fr. Je rappelle On que peut laisser des messages. le CNAO et le collectif national des associations d'obèses, vous laissez des messages, vous envoyez des mails Oui, et le CNAO se rapprochera de vous. Voilà. On continue. Alors, hop. La perte de poids va redémarrer. Oui. La perte de poids va redémarrer. Anne-Ré. Pour 1m74, 108, ai-je le droit à un anneau? Pas de sleeve ou bypass. Je veux pas être charcutée. Un mot fort. Mais je veux et je ne souhaite pas que l'on m'enlève une partie de moi. J'ai pris du poids car un médecin dans les années 70 m'avait donné des ampoules pour donner de l'appétit. Ok. Alors là, on est sur un cas un petit peu particulier, Anne-Ré. Là, tout à fait spontanément, j'aurais très envie de faire intervenir en binôme et le docteur Rowe et Caroline Lamante, qui est psy, parce que je pense qu'il faut pousser un petit peu plus loin la discussion. On vous répondra. Voilà, on vous fera une réponse en privé après l'intervention. On est à votre disposition, je vous transmettrai des coordonnées, mais je pense que c'est un cas un petit peu spécifique et là on essaye d'avoir une approche un petit peu générale, même si encore une fois vous êtes tous particuliers et uniques. On peut descendre? On peut juste dire un petit mot? Vas-y. Alors les indications de l'anneau, de la sleeve et du bypass, c'est les mêmes critères de ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord. Par rapport à l'IMC et les comorbidités. Après, avec le temps, on a quand même du recul sur ces différentes opérations et on voit ce qui marche bien et ce qui marche pas très bien en fonction notamment du profil du patient. Donc l'anneau, on a quand même des limites assez importantes parce que le recul montre que le taux d'échec est vraiment important et que souvent le patient qui est venu avec vraiment l'envie d'un anneau au départ, quand il va être en échec, il va avoir une deuxième opération et cette deuxième opération, elle sera plus risquée. Donc ça reste une discussion que la patiente doit avoir avec son équipe chirurgicale. Ça s'entend de vouloir un anneau, mais... C'est pas anodin non plus un anneau. Il peut y avoir aussi des petits tracas avec un anneau quand même. Des gros tracas. Des anneaux peu de gros tracas dans la période post-opératoire immédiate, mais à long terme, ça peut être des gros tracas. Donc, voilà, il faut être informé sur tous ces dysfonctionnements possibles à long terme, par rapport au profil du patient, voir quels vont être les résultats attendus et qu'on lui expose les résultats attendus, si c'est un anneau, si c'est une sleeve, si c'est un bypass. Et à partir de là, le patient est un acteur, donc il va aussi participer à la prise de décision. Les carences et l'anneau, docteur Rochereau? Alors, il y a quand même quelques carences. Ce qui est étonnant, c'est qu'on pensait justement que l'anneau, finalement, c'est comme une bague, comme au niveau de l'estomac, il n'y a pas de carence. Sauf que l'apport alimentaire est quand même assez réduit, donc forcément il y a des carences par carence d'apport alimentaire en fait. Donc on peut substituer les patients avec des compléments nutritionnels. Donc on fait des dosages biologiques et on fait des examens cliniques. Donc il peut y en avoir. Je rejoins notre ami chirurgien parce qu'effectivement l'anneau en fait c'est une bague qui peut glisser, qui peut être phagocytée, qui peut changer. Voilà, on le faisait beaucoup avant. Il y a quand même des indications malgré tout. Moi, ça m'arrive de dire à la patiente, écoutez, vous voulez pas autre chose? Peut-être on peut commencer par elle, on verra. Mais non, effectivement, c'est une discussion avec l'équipe chirurgicale et puis l'équipe pluridisciplinaire en fait, à avoir. D'accord. Donc la patiente est un suivi rigoureux. Et j'ajouterais que dans l'anneau, il faut aussi être vraiment très suivi parce qu'il y a aussi un risque quand même de développer des troubles du comportement alimentaire. Peut-être encore plus que dans les Peut-être encore plus. Ouais, peut-être encore Et puis plus. sans sucre, Parce que les les sensations de blocage sont quand même plus importantes, elles sont vraiment différentes, elles ne sont pas physiologiques.
Et du coup, on voit quand même des patients qui glissent vers la consommation justement de boissons sucrées, d'aliments froids, la glace. Donc, et je pense que le suivi est encore moins suivi, fait. Et c'est vraiment très important, même avec un anneau, c'est pas anodin d'être bien suivi par son équipe et son chirurgien et les D'accord. Bon, Anne-Ré, en fait, on apporte donc, je crois, un bémol. C'est à discuter avec l'équipe. Voilà, il faut en parler avec votre chirurgien. Je crois qu'il faut peut-être temporiser le côté léger de l'anneau et le côté charcutage d'une sleeve ou d'un bypass. Voilà, c'est vraiment une discussion que vous devez mener avec l'équipe pluridisciplinaire. Et c'est là où c'est important aussi de se rapprocher des associations de patients et d'avoir des retours de patients qui ont eu un anneau, qui ont été en échec, de pouvoir discuter avec eux. Bien sûr. Donc les anneaux, n'oubliez pas de vous manifester aussi Je pense pour qu'à votre aussi, suivi. excuse-moi, mais je te coupe, mais je pense que le mot charcuter quand même a une connotation qui peut peut-être faire penser aussi au fait que, à oublier que l'obésité est une maladie chronique et que la chirurgie bariatrique est un soin pour traiter cette maladie et que on ne se pose pas la question pour des calculs dans la vésicule d'enlever la vésicule par exemple. Et là, je pense que ça peut aussi renvoyer à une connotation qu'on entend dans le grand public sur la chirurgie bariatrique, que c'est une intervention pour la facilité, qui n'est pas vraiment utile. Voilà. Et moi, j'entends quand même encore souvent des patients, même qui sont en bilan préopératoire, avoir ces réflexions dans leur entourage de... Tu as choisi parce que voilà, c'était tu n'as pas, de volonté. et d'un jugement autour de la chirurgie bariatrique comme si ça ne serait pas un traitement légitime pour soigner l'obésité, Mais qui est une maladie chronique. Je suis complètement d'accord avec toi, mais de toute façon, l'obèse en France et dans le monde n'est pas considéré comme quelqu'un de malade. Donc, partant de ce postulat-là, c'est déjà la base. Donc, effectivement, l'obésité est très complexe et a plusieurs origines. Donc, moi je dis toujours, je bénéficie de soins. Là, plusieurs fois, j'ai entendu subir une opération, je le réentends régulièrement sur les médias, je subis le déluge, mais je bénéficie d'actes. Enfin, voilà. Après, c'est du langage, mais voilà, déjà dans le mental, avoir une connotation beaucoup plus bienveillante par rapport aux choses. Et vraiment, cette notion de maladie chronique, c'est important, parce Ah que oui, c'est plurifactoriel, cette maladie obésité, quel que soit le résultat, même s'il est excellent dans un an, 2 ans après l'opération, s'il n'y a pas ce suivi, cette maladie va reprendre un monde dessus. Oui, et puis après, il y a effectivement le matériel. Enfin voilà, je suis bien placée pour savoir que tout n'est pas toujours trop rose, mais je suis complètement d'accord. Ok, on continue. Tu peux descendre doucement, Yoann, parce que sinon je ne vois pas. Non, descends. Je suis admirative des messages quand même. Bah oui, on a. Chapeau bas. Ils sont avec nous, nos chers patients, mais ils savent qu'on les aime et qu'on fait ça pour eux, pour nous, très égoïstement, parce qu'on aime être avec eux et pour eux. Ah, Bertrand. Au café? Est-ce que Bertrand est la relation de quelqu'un ici? Non. Café serré ou café allongé? C'est important, café turc ou café américain? Alors, combien de sucre dans le café? Ah oui, il y a du sucre. Ou autre chose. Anaïta Nassima, qui est toujours dans son parcours préopératoire, concernant la congélation de la soupe pour les premiers jours post-op, comment faire? Est-ce toujours bon niveau nutritionnel? Alors Nassima, moi la première question que je vous pose là, c'est vous êtes à quelques jours de l'intervention, confirmez-moi que vous avez reçu un protocole alimentaire et qu'on vous a expliqué comment vous alliez pouvoir gérer votre alimentation lors du retour à domicile. Voilà, ça déjà je serais très rassurée sur le fait que vous sachiez comment vous allez vous dépatouiller. Anaïta, la congélation. Alors la congélation est tout à fait possible et même conseillée parce que ça permet de préparer ses repas, enfin ses soupes à l'avance de l'intervention et donc d'avoir à disposition quand on rentre à la maison et qu'on est fatigué
des soupes qui sont faites. La seule chose, c'est que bien sûr, il faut un apport de protéines et que celui-ci ne peut pas être congelé. Enfin, il faut que ce soit rajouté au moment de la décongélation de la soupe. Et alors ça, c'est une astuce que me donnent souvent les patients, c'est de congeler la soupe dans des bacs à glaçons. Parce que comme les quantités consommées vont être petites, un peu comme chez Picard, pour pouvoir avoir des petits glaçons de soupe et pas de décongeler à chaque fois une grosse quantité qu'on ne va pas forcément manger, qu'on va reconserver au... Oui. Bon, alors moi j'apporte quand même un bémol, parce que je dis c'est très bien tout ça, mais attention à la lassitude. Parce que quand on se fait un bac du même produit de glaçons qu'on va manger 4 jours d'affilée, c'est pas toujours simple et c'est là qu'on se met à risque parce qu'on a envie de tout sauf de manger ça. Donc voilà, attention à ça, puis regardez ce qui peut exister et ce qui peut potentiellement vous intéresser. Petite question dans la soupe, parce que moi je fais ça, puis je fais toujours ça d'ailleurs. Je peux mettre de la saucisse de morteau fumée à l'intérieur de la soupe et je mixe après. Et effectivement, du coup, j'ai de la protéine dans la soupe. La saucisse de morteau en post-opératoire immédiat, c'est raide quand même. Oui, non, mais là, je suis à 20 ans de post-opératoire. D'accord, parce que là, on est sur du post-opératoire immédiat. Mais non, je pense à la protéine qui est mixée dans la soupe. Parce que je ne sais pas si c'est quelque chose de... Alors, protéine, en effet, en post-opératoire immédiat, ça peut être un peu, la saucisse de morteau peut être un peu lourde, autre chose. Mais après, oui, bien sûr, on peut mixer blanc de poulet, poisson, battre un œuf dans la soupe. Enfin, il y a plusieurs solutions pour avoir un apport de protéines intéressant. Docteur Rowe, on parle de la protéine et de l'importance de la protéine parce que dans toutes les réunions, dans toutes les rencontres avec les patients, il y a quand même une grande façon de les sensibiliser sur l'importance de la protéine, la perte musculaire. Pourquoi est-ce qu'elle est si importante cette protéine dans les repas en post-opératoire immédiat? Et docteur Rochereau, j'arrive tout de suite après avec vous sur la dénutrition pendant la première année. Attention, docteur Rochereau. Elle rigole pas, d'accord. C'est plus une question de nutritionniste d'ailleurs. Docteur Rochereau, En fait, il n'y a pas que le poids qu'on va vérifier en fait. Parce que vous savez, quand on se pèse, on ne pèse pas uniquement tout le poids en globalité, on pèse de la masse maigre, de la masse grasse, un petit peu d'os et puis le reste sont des liquides. Donc nous, on tient beaucoup à ce que la masse musculaire ne fonde pas. Parce que si on a une masse musculaire qui fonde, d'abord on se fragilise, on se dénutrit, et puis beaucoup plus tard, on peut se casser et puis avoir des problèmes de santé. Donc on essaie de préserver au maximum cette masse musculaire par deux actions. D'abord, on va hyperprotéiner donc l'alimentation, donc ça je laisserai le soin à notre collègue de nous de décrire, mais surtout on va faire de l'activité physique. Et on dit aux gens, tout de suite après l'opération, vous marchez, vous bougez, vous essayez de faire le maximum d'activité physique pour au moins freiner cette perte de masse musculaire. Et la masse grasse, c'est ce qu'on veut perdre, on la surveille. D'accord. Voilà l'intérêt des protéines. D'accord. La dénutrition sur la première année. Alors la nutrition de toute façon elle est automatique puisque dans la mesure où on a des apports alimentaires qui sont inférieurs aux besoins, c'est comme ça qu'on fond de façon massive, on perd du poids de façon massive. Cette dénutrition elle est automatique, donc c'est pour ça qu'on va surveiller le patient. Alors encore une fois, venez aux consultations parce que nous on est très inquiets quand on ne vous voit pas. On va surveiller la vitesse de perte de poids mais qui est hors norme puisqu'on ne peut pas perdre du poids normalement sans chirurgie, donc voilà. Et on va surveiller aussi la capacité de la personne à manger des protéines. C'est bien beau de dire manger des protéines, mais c'est difficile, les gens ne supportent pas. Donc on peut être amené à supplémenter en protéines en poudre, c'est pas les fameux régimes protéinés, c'est autre chose, de façon à garder un minimum vital de protéines. D'accord. Ça, c'est ce qu'on surveille avec la diététicienne. Les protéines, Alors, je pense que c'est important de rappeler où est-ce qu'on va trouver des protéines pour pas que les personnes non plus se limitent uniquement à la viande. Végétale et animale. Végétale et animale, sachant que c'est quand même important dans ce cas des chirurgies bariatriques d'avoir un apport de protéines animales. Alors bien sûr, d'autant plus un message aux personnes qui sont végétariennes alors végétariennes, il y a tellement de choses aujourd'hui, végétariennes qui ont un apport en poisson, œufs et produits laitiers, il n'y a aucun problème. Après, quand on est sur végétalien ou véganisme, il faut vraiment se rapprocher de son médecin nutritionniste ou sa diététicienne parce que c'est des personnes qui vont être encore plus haut risque de carence. Mais parenthèse à part, du coup, les protéines animales, on va les trouver dans tous les produits laitiers.
la viande, le poisson, les œufs et tout type de viande. Parfois, moi, c'est vrai que j'entends des patients qui pensent que, par exemple, il y a moins de protéines dans la viande blanche que dans la viande rouge. C'est souvent la viande rouge qui est un petit peu difficile à manger dans les 6 mois qui sont après l'opération, du fait de la mastication importante. Donc vraiment, il faut diversifier ces sources de protéines et pas oublier qu'il y en a dans le fromage et dans les produits laitiers. Est-ce qu'on peut manger un œuf tous les jours? Est-ce Alors, qu'il y a une dose d'œuf à pas dépasser? Alors ça dépend de si la personne n'a aucun souci au niveau métabolique, au niveau du cholestérol. Après, il n'y a pas de problème, sauf voilà, dans un cas d'hypercholestérolémie. De toute façon, là, il faut renourrir les gens. Je pense que c'est la priorité, le cholestérol, on passe ça en second. Alors, justement, je rebondis, docteur, sur ce que vous dites. Il faut manger même si on n'a pas faim, donc vous l'avez compris. Caroline, cette question, elle est pour toi. Alors je lis beaucoup de choses, je ne mange pas comme ça, je vais maigrir plus vite, ou je ne mange pas ça comme ça, je vais maigrir plus vite. Et finalement, on se rend compte que les gens se retrouvent plongés dans ce qui pourrait devenir alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais une anorexie mentale. C'est quoi ce blocage complet qu'ont certains patients à ne plus manger du tout et à refuser toute ingestion pour maigrir plus vite? Et puis alors une fois qu'on est lancé... Sur les mois qui suivent la chirurgie bariatrique, il peut y avoir aussi un phénomène, il y a souvent un phénomène un peu d'euphorie, et que le fait qu'il y ait une perte de poids assez importante les premiers mois, on peut rentrer dans un espèce de, j'ai envie de dire, de vertige, un petit peu, comme un peu les drogués, les toxicos, et que du coup, dans ce vertige, effectivement, voilà, j'ai cherché le mot d'ivresse, qui fait que dans cette ivresse, on ne contrôle plus. Et que quand on ne contrôle plus, justement, on va vers encore plus, on en veut encore plus. Comme un peu quelqu'un qui est toxicomane, voilà, qui va rechercher la dose pour retrouver la première sensation. Voilà. Et là, le fait, cette euphorie qui est créée par cet amaigrissement important, peut faire développer après, vouloir encore maigrir plus pour retrouver cette euphorie. Et là, c'est le qu'on drame. retrouve chez les héroïnomanes. Et là, c'est le drame. Voilà, grosse après, il y a un autre profil quand même aussi en dehors de la partie psy, qui n'est pas une anorexie mentale, qui est ce qu'on appelle une anorexie réactionnelle, qui peut être liée là plus à des difficultés d'ordre chirurgical en post-opératoire ou d'une angoisse, justement, que les sutures pètent, peur qu'il y ait des complications chirurgicales si on s'alimente trop. Sur les 4 semaines post-op. Même plus, des fois, même un peu plus. Et il y a des personnes qui ont du mal à repasser aussi à une alimentation normale, qui ont peur de l'alimentation. Et là, on est plus sur ce qu'on appelle une anorexie réactionnelle qui est liée à des peurs ou réelles, quand quelqu'un a eu des complications. Ça se comprend. Voilà. Et je sais quand quelqu'un, complications ou pas complications, mais quand quelqu'un a eu des complications, moi j'ai remarqué que la réalimentation est souvent assez difficile et que là il y a une perte de poids très importante mais qui n'est pas liée à une volonté d'en vouloir encore plus, qui est liée vraiment à un blocage psychologique, de peur de revivre encore d'autres soucis dans son corps, quoi. Pardon. Je pense qu'il y a une dédicace pour le docteur Ho, là, voilà, je l'interpellais. On continue. Parce que les patients, en fait, on leur explique vraiment avant l'intérêt de ce protocole post-opératoire du premier mois sur la cicatrisation et le risque de complications, notamment de fistules. Donc, la première consultation post-opératoire avec les chirurgiens, elles sont attendues. Docteur, c'est bon, je me respecte. Et avec le médecin nutritionniste ou suivant les équipes, parce que sur ce risque de fistule. Je pense que moi je vois les patients qui n'osent pas reprendre une alimentation avec normale tant qu'ils n'ont pas vu le médecin nutritionniste. T'as vu, on est content, je suis contente. J'en ai encore vu il n'y a pas longtemps. Peur de mais si je fais son rendez-vous a été annulé, reporté, je fais quoi alors qu'elle a reçu une fiche en préopératoire mettant les différentes étapes avec un nombre de semaines, mais au-delà de ces semaines, non, elle ne reprend pas tant qu'elle n'a pas le feu vert du médecin. Okay. Stop. Rachel. Rachel. Déjà, on est là. Donc, vous connaissez le principe, tous les professionnels qui sont ici sont à votre disposition. Donc, vous pourrez retrouver leurs coordonnées, me les demander, je vous les transmettrai. Évidemment, je suis extrêmement triste quand je vois ce genre de témoignage.
J'ai juste envie de mourir depuis que je suis opérée. Et là, ça soulève quelque chose d'assez récurrent parce qu'en fait, on se rend compte que voilà, on démarre par cette phase euphorique, on se fait opérer, voilà, on est content, on perd du poids, tout semble aller merveilleusement bien, et puis en fait, ça se passe pas bien. Alors là, pour le coup, on est sur à chaque bouchée, je fais des malaises. Docteur, on peut expliquer Alors, non, remonte s'il te plaît. Docteur O, c'est quelque chose que vous avez déjà pu constater ou, Les malaises à chaque bouchée, oui. Il faut qu'elle recontacte son chirurgien rapidement. Il faut vérifier qu'il n'y a pas un souci chirurgical. Voilà. Je crois là pour le coup, Rachel, que ça fait partie typiquement des urgences. On est dans une situation d'urgence, donc il faut recontacter votre chirurgien, il faut absolument reprendre rendez-vous. Alors il y a les urgences comme celle-là, les malaises à chaque bouchée, avec les anneaux, l'incapacité de manger quoi que ce soit ou de boire quoi que ce soit. La douleur, il y a une douleur aussi très symptomatique avec le bypass, je crois, qui pourrait être symptomatique d'un risque d'occlusion. Enfin, voilà, de toute façon, il y a une chose qui est claire, c'est que quand ça ne se passe pas tout à fait comme prévu et comme c'était envisagé avec l'équipe pluridisciplinaire, avec le chirurgien, on n'hésite pas et on s'adresse à son médecin. Voilà. Encore une fois, tous les services qui font ces chirurgies, il y a forcément une astreinte, il y a forcément une garde et il y a toujours quelqu'un pour répondre aux questions et pour faire des examens en urgence pour vérifier où est le problème. Non, puis je pense que, il y a l'œdème, comme tu disais tout à l'heure, mais puis après, les chirurgiens, ça ne doit pas être dans la souffrance. Non, je ne sais pas depuis combien de temps. Qui va pas bien. Mais Rachel, vous êtes opérée depuis combien de temps parce que je crois qu'il y a un autre message plus bas, parce que j'avais revu l'icône. D'accord. Voilà, Rachel, j'ai un bypass. J'ai eu un bypass vésicule et sanction. D'accord, opérée depuis un mois. Bon, c'est un parcours qui n'est pas simple. Il faut se rapprocher de l'équipe. Pour vous rapprocher de l'équipe. Je remonte parce que Lucie, coucou Lucie, à Rachel. Je n'ai plus confiance en personne, surtout pas l'équipe pluridisciplinaire. On a oublié de me prévenir le dumping syndrome. Rachel, Anne-Sophie le disait tout à l'heure. Voilà, c'est une histoire entre l'équipe et vous. Si ça ne va pas, si vous n'arrivez pas à retourner voir votre équipe, vous pouvez toujours vous adresser à une autre équipe, mais en tout cas, vous ne restez pas comme ça. C'est ça le message, non? Oui, le malaise à chaque bouchée, c'est probablement pas un dumping syndrome à chaque bouchée. Voilà, donc c'est très spécifique un dumping syndrome, mais ça ne correspond pas à cette description. Il faut creuser et il faut, Rachel, que vous preniez rendez-vous et vous donnerez des nouvelles. Lucie, Dr Ochoa a fait une remarque intéressante tout à l'heure. Alors je lis, depuis les addictions au café, il y a des addictions au DK, et puis il y a des addictions aux infusions, et puis il y a des addictions au thé. Remonte un petit peu s'il te plaît. Lucie fait une remarque, je crois, pertinente, et dit « Attention, trop de thé empêche le fer de se fixer ». C'est vrai? Elle a raison Lucie, donc on propose de ne pas boire de thé en même temps de prendre les médicaments à base de fer, hein. Et puis si on peut éviter le thé, autant le faire. Lucie a raison, elle connaît bien son domaine. Super. Merci Lucie pour cette remarque, j'en profite pour te faire un gros bisou. Voilà. Alors on descend, Rachel, on contacte. J'ai été opérée le 19 mars et la viande ne passe pas. Le problème exact n'est pas qu'on n'a pas faim, mais plutôt que faut-il manger? La viande ne passe pas, on l'a vu tout à l'heure. Je crois que les goûts changent pendant les quelques mois après l'intervention. Après, ce que j'ai pu comprendre de ma petite expérience, c'est que c'est pas parce que ça passe pas pour l'instant que ça passera pas plus tard. Donc il faut tranquillement réessayer. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est complètement cuit pour la viande, Loïc. Le dumping syndrome. Oui, tout à fait. Peut-être la cuisiner autrement aussi pour qu'elle soit plus moelleuse. Que ce soit tendre en fait. Ouais. Et marinée, dans du bouillon, dans des cuissons qui sont longues. Bien. Oui. D'accord. Donc essayez différentes recettes et peut-être que ça passera mieux. En tout cas, pas d'inquiétude parce que c'est pas parce que vous ne l'aimez pas aujourd'hui que vous ne l'aimerez pas plus tard.
Docteur Rowe, c'est quoi le dumping syndrome? Le dumping syndrome, c'est quelque chose qui concerne surtout le bypass et très exceptionnellement la sleeve. C'est une sensation de malaise qui va arriver après un aliment, en général trop sucré ou trop gras, parce que cet aliment il va être très vite assimilé dans l'intestin terminal. Donc le taux de sucre va s'élever très rapidement et le patient va ressentir une sensation de malaise qui va se manifester par en général une rougeur sur le visage, un coup de chaud, une bouffée de chaleur, le cœur qui se met à battre plus vite, et puis on peut avoir des troubles digestifs aussi, des douleurs abdominales, une diarrhée et un gros coup de fatigue. Ça c'est très caractéristique, et le patient va avoir besoin de s'allonger et puis une demi-heure après ça va aller mieux. Voilà, c'est pour ça qu'on déconseille des aliments trop sucrés à jeun en fait. On essaie de ne pas paniquer. Alors, par contre, c'est jamais grave. Hein. Donc, il ne faut surtout pas paniquer. C'est jamais grave, un dumping. La personne qui s'en rend compte, parce qu'effectivement, c'est un malaise comme ça, on a envie de tomber dans les pommes. Alors, quand on parle des pommes, et je pense que la personne ne fera pas deux fois la même erreur. Donc, parce que quand on vit ça une fois, on n'a pas envie de le revivre une deuxième fois. Mais c'est jamais grave. Il n'y a pas de cas de coma? Moi, Ah, non, oui, jamais. Ce n'est jamais grave. D'accord. Non, c'est pas grave. D'accord. Donc, on est... D'accord. Donc, il faut rassurer cette personne. Bon, après, on n'en parle pas si, mais il y a beaucoup d'informations qu'on amène avant l'opération. Donc, c'est vrai que c'est difficile de tout retenir. On en parle forcément de dumping syndrome. Mais après, retenir toutes les informations, ça fait quand même beaucoup. Hein. Bien surtout, sûr. les personnes, elles veulent maigrir. Alors après, le reste, elles verront après, hein, souvent. Bien sûr. Caricature, hein, tout le monde n'est pas comme ça. Mais non, mais vous avez raison, par il y a quand même cette échéance. Voilà. Il y a cette échéance de d'intervention. Bien sûr. Audrey, moi je suis déçue par une chose, Alors, on va rebondir sur quelque chose, Audrey, parce que j'ai l'impression que je vois un truc entre les lignes. Moi je suis déçue par une chose, j'étais persuadée qu'avec le bypass, la sensation de faim allait disparaître, car l'hormone responsable de la faim est censée disparaître avec l'opération. Et ce n'est pas le cas chez moi, car plusieurs fois par jour, j'ai faim, j'ai le ventre qui gargouille. Anaïta, est-ce qu'au niveau des repas, l'estomac finalement il est assez rempli? Alors moi je trouve que c'est très intéressant. Il y a quelque chose là, parce que je pense que c'est important de ne pas avoir peur de cette sensation de faim. Alors peut-être que le docteur Rowe expliqueront mieux que moi les mécanismes de régulation des hormones et quels sont les impacts des différentes interventions. Mais moi ce que je dis souvent aux patients, c'est que votre sensation de faim, c'est votre corps qui vous dit qu'il a besoin d'énergie. Et c'est pas parce que vous devez perdre du poids et que vous avez été opéré que vous n'avez plus besoin d'énergie. Et cette sensation de faim, il faut l'apprivoiser, bien la différencier des envies compulsives, sans faim. Mais la sensation de faim, c'est notre meilleure amie et c'est elle qui va nous dire quand est-ce qu'on a vraiment besoin de manger. Donc je pense que c'est important aussi en préopératoire de donner l'information qu'il faut moins en avoir peur. Après, il faut apprendre à la reconnaître et à la différencier en effet de quelque chose qui peut être plus compulsif. Mais pour moi, c'est absolument pas un échec ou un inconvénient de ressentir sa sensation de faim pour l'accompagnement et la perte de poids. Très fréquemment, passé la première année, il y a beaucoup de patients retrouvent cette sensation de faim qu'ils avaient perdue. Alors c'est vrai que c'est confortable au départ parce qu'on n'a pas faim, on n'y pense pas. Maintenant, le risque, c'est aussi d'oublier les collations notamment. Et quand les collations ne sont pas bien faites ou l'équilibre alimentaire n'est pas respecté, on peut avoir des sensations de faim pathologiques. On ne peut pas les il faut quand écouter, même les sensations de faim et pas prendre des collations exprès pour pouvoir, dans l'objectif et de perdre ressentir. plus. Ça c'est une erreur, je suis d'accord. Il faut quand même vérifier que l'alimentation soit bien équilibrée avant de dire voilà c'est physiologique et il n'y a pas de problème. Bertrand, coucou Bertrand, avec toutes les complications, moi j'ai eu un blocage impossible de remanger normalement pendant des mois. Voilà. Bertrand, vous soulignez un point important, on rappelle que la chirurgie, quelle qu'elle soit, donc y compris une chirurgie de l'obésité, n'est pas une chirurgie sans risque et qu'il peut y avoir des complications. Alors, on fait peut-être une petite parenthèse sur les risques de complications, docteur. On parle hémorragie, on parle fistule. Alors les complications, que ce soit la sleeve ou bypass, c'est les mêmes complications sur la période post-opératoire, sur le premier mois. Dans les 24 premières heures, le risque c'est l'hémorragie, l'hématome. C'est une complication qui est assez impressionnante puisque souvent le patient va devoir repasser au bloc opératoire, qu'on lave le caillot de sang, qu'on règle le problème de saignement. C'est souvent pas une complication grave au final parce que c'est pris en charge rapidement. On a vraiment des critères qui nous disent là il faut s'alarmer avant que le patient n'arrive pas bien.
D'accord. Donc, bah, c'est impressionnant, mais souvent... Ça, vous le voyez avec la prise de sang, peut-être juste après Sur la prise de constante, déjà, la mesure de la fréquence cardiaque, la tension artérielle. Un bon signe aussi, c'est la sensation de malaise au premier lever. Ouais, il y a des critères qui nous alarment, même avant la prise de sang. D'accord. Donc ça, c'est l'hémorragie. Ça, c'est l'hémorragie, c'est un peu moins de 1% des chirurgies. La complication grave, mais qui est rare, c'est la fistule. La fistule, c'est donc un défaut sur la couture qui est faite. C'est un trou. C'est un trou sur la couture. D'accord. C'est un peu moins de 1% aujourd'hui. Les choses sont quand même améliorées. Il y a 10 ans en arrière, on était à 3-4%. Aujourd'hui, on connaît de mieux en mieux les mécanismes. On alerte mieux les patients aussi sur cette période de réalimentation progressive. Et donc on est à un peu moins de 1% de fistules. Et aujourd'hui, on traite? Aujourd'hui, on traite aussi de mieux en mieux cette fistule avec moins de chirurgie et plus de traitement par le gastro-entérologue. On met des drainages internes. Donc c'est de mieux en mieux géré. Maintenant, ça reste une complication grave. Hein, c'est un équivalent de péritonite. Donc il faut... Donc on garde le patient en observation. On garde le patient en observation, ça peut durer plusieurs semaines. D'accord. Ça reste quelque chose de grave qu'il ne faut pas banaliser. D'accord. Merci Bertrand pour vos témoignages. Alors on va continuer à regarder vos questions. Alors, hop. Coucou Laurence. Hop, on descend. J'en profite pour vous faire les petits coucous. Alors, Leslie, bonsoir Leslie, j'ai pris beaucoup de poids dû à un accident, donc médicaments, arrêt du sport, des ovaires polykystiques. J'ai vu une diététicienne qui m'a justement conseillé de manger plus de protéines. Sinon, rien d'alarmant niveau alimentation. Est-ce qu'une chirurgie est envisageable quand même? Moi, je veux bien lui répondre à Leslie, en fait. La chirurgie, c'est vraiment... peut-être je vais dire une bêtise, c'est quand même une chirurgie de l'échec des prises en charge préalables. C'est-à-dire on n'opère pas tout le monde. Il faut vraiment que la personne ait déjà appris un minimum de changement de vie. Et c'est là, effectivement, s'il y a un échec, on peut penser à l'opération, mais pas comme l'a rappelé notre chirurgien Dr. Rowe, avec des indications précises. Donc tout de suite penser à la chirurgie, je sais bien que les gens veulent maigrir et que c'est leur première pensée, mais quand même la vie est longue. La chirurgie, c'est l'instant T. Bon, on a 2, 5 ans, 10 ans. Est-ce qu'on a des idées sur toute la vie? Moi, je n'en ai pas vu en tout cas. Donc, je me dis, voilà, elles sont quand même les méthodes classiques, même si c'est un peu, voilà, on n'est pas très efficace. Et encore, nous, on ne fait rien, c'est le patient qui fait. Et si ça ne marche pas, ok pour la chirurgie. Sous condition d'indication, bien sûr. Bah dans le contexte, là, ils n'ont pas les 6 à 12 mois nécessaires. Ouais, là, je pense qu'il faut reprendre le problème au départ. Voilà Leslie, au boulot. Vous allez rencontrer votre médecin nutritionniste, vous allez rencontrer votre diète et ce serait bien de faire déjà un premier bilan. Ouais, et puis la chirurgie, c'est pas une solution miracle. Hein. C'est pas j'arrive, je me fais opérer, je repars et j'ai plus rien à faire. C'est pas ça du tout, du tout. Vous repartez dans une nouvelle vie avec d'autres obligations que vous devez avoir et ce, à vie. Donc en fait, voilà, j'ai envie de dire que quelque part, le but du jeu, c'est de ne pas être opéré. On arrive à l'opération lorsqu'on arrive effectivement à être voilà, au bord de la falaise et qu'il n'y a plus d'autre choix. Parce que je rappelle qu'on meurt d'obésité et qu'elle génère 17 pathologies associées, dont les cancers entre autres. Donc voilà, on arrive à ce stade-là, quand on est à ce stade-là. Préservez la santé que vous pouvez avoir et conservez-la sur ce que vous pouvez avoir, si je peux me permettre. Docteur O, question de Nassima et finalement d'Audrey qui sont assez similaires. Combien de temps le risque de fistule est présent après une sleeve ou après un bypass? Le premier mois. Principalement? Oui. D'accord. Les fameuses 4 semaines de cicatrisation? Ouais. D'accord. Donc on rappelle l'importance, hein, je le dis à chaque fois, si on vous donne un protocole alimentaire à appliquer, c'est pas pour vous embêter, voilà, c'est pour plein de raisons. Vous appliquez le protocole, vous protégez votre petit estomac, vous ingérez vos protéines et vos repas, et tout ira très bien. On descend. Alors j'ai pas vu. Merci. Clémentine. Coucou Clémentine.
Oui. Alors, je crois que c'est Audrey qui dit qu'elle sort le lendemain et qu'elle a un peu peur de cette sortie très rapide et Clémentine essaye de la rassurer. On est court là en délai d'hospitalisation maintenant. Hein. C'est la RAC. C'est la RAC. Ça sort vite de C'est la l'établissement. RAC. Mais par contre, voilà, enfin bon, c'est le chirurgien le dernier point, hein, mais il y a un suivi derrière, hein, vous êtes pisté. Hein, Ouais. et la moindre alerte, la moindre chose, il faut le dire. Donc, La RAC, pour dire ce que c'est la alors, réhabilitation précoce après la chirurgie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait tout pour optimiser le post-opératoire et la finalité, c'est une sortie plus rapide du patient. Mais tout ça, ça s'anticipe avant. Donc, le patient il doit être préparé dès les consultations de chirurgie, d'anesthésie, à une sortie précoce. D'accord. Si le patient sort le lendemain de son opération, c'est que tous les critères qui ont été définis par l'équipe pour autoriser la sortie sont remplis. tout à fait. Maintenant, le stress, l'anxiété du patient, ça, Ça ne changera pas. bon, c'est des choses qui arrivent. C'est assez rare, hein, mais ça nous arrive 2, 3, 4 fois par an dans l'équipe. Et on n'hésite pas à hospitaliser les patients. En général, 48 heures de plus, ça suffit à débloquer. On voit le psychologue, on voit la diététicienne, on passe un cap. Et puis ça va mieux. Donc voilà, Faut pas avoir peur, encore une fois, de les parler avec équipes son équipe. pluridisciplinaires ne vous mettent pas dehors. Non. Hein. Donc si vous ne le sentez pas, il y a toujours matière à échanger et à trouver des solutions. On peut descendre? On récupère mieux quand on est chez soi. Maintenant, on peut comprendre que certains patients aient besoin d'être un peu plus couconnés. C'est mieux d'être chez soi. Je suis d'accord. Arnaud qui nous dit personnellement, je suis très content. Bonsoir Arnaud. Personnellement, je suis très content d'avoir été préparée avec toutes les informations. J'ai fait une fistule à J+8 et j'ai su reconnaître immédiatement les symptômes pour aller consulter et être pris en charge tout de suite. Parfait, très bien. Un Arnaud. L'importance du parcours. Ouais, ben oui. L'importance du parcours préopératoire. Entendre, comprendre. Voilà. Acteur. Bravo. Alors on descend. Mes respects. Bonsoir Corinne. Ah. Alors Corinne, on se connaît bien, Corinne est diète. Une patiente opérée malgré l'accompagnement tabatologue a repris la cigarette, malgré son désir d'arrêter à nouveau. Quels sont les risques d'un point de vue de l'opération? Mais elle est à combien de temps? Merci pour votre... Non, alors elle va se faire opérer en fait. D'accord, elle avait arrêté de fumer, elle a craqué, elle a repris la cigarette, elle est sur le point de se faire opérer. Alors ça, c'est le genre de choses que vous adorez, Dr O, n'est-ce pas? Moi j'en connais qui opèrent plus. Hein. Enfin, si on reprend la cigarette, les patients ne sont pas réopérés. Ouais, Enfin, si c'était au dernier congrès. Oui, c'est délicat de dire ça aux patients, mais parce qu'on n'a pas vraiment moyen non plus de surveiller Je sais. le tabac. Hein. Mais il faut expliquer pourquoi. Ouais. Il faut expliquer que les patients fumeurs ne font pas tous des complications. Par contre, quand on reprend les études, à peu près 100% des complications concernent des patients fumeurs. C'est une histoire de vascularisation, de cicatrisation. Vous avez une moins bonne vascularisation, une moins bonne qualité des tissus, et donc il y a plus de risques. Alors moi j'ai entendu cette histoire de je n'opère pas à Anne-Sophie, mais je ne l'avais pas entendu par rapport à la sleeve au bypass. Je l'ai entendu par rapport aux opérations, aux abdominoplasties notamment. C'est valable pour toutes les chirurgies. C'est un problème de cicatrisation pour toutes les chirurgies. Et là c'était le dernier congrès du 5-6 septembre. Mais effectivement, les professeurs étaient très clairs. Hein. Est-ce que la tabacologue ici présente pourrait nous dire un petit quelque chose? Alors, Novembre, boisson tabac. Je pense que c'est important d'être très bien accompagné sur l'arrêt du tabac avec des substituts nicotiniques. Ils n'ont pas forcément bonne presse, mais c'est ce qui nous permet quand même de pallier au manque et de dire que les substituts nicotiniques n'ont aucun impact sur la cicatrisation parce que parfois on entend des patients qui ont peur de la nicotine. Qui va entraîner des problèmes de vascularisation et de cicatrisation sont tous les produits qui émanent de la fumée du tabac. Donc ça c'est important. Alors après je ne sais pas pour la patiente de cette diététicienne en effet quel est l'accompagnement. Voilà, je dirais qu'une chose c'est qu'on est en effet dans le mois sans tabac, il y a Tabac Info Service qui est un service de l'État qui est accessible. Non, en général, quand on est bien suivi, il y a très peu de désagréments à l'arrêt du tabac. Normalement, quand on est bien suivi, on n'a pas de manque. Ouais, et quand on est en manque, on est en manque. Hein, donc, c'est les trois versions, moi c'est très dur, je crois. Alors, il y a bien sûr la dépendance psychologique, il y a des difficultés
sais, c'est pas simple d'arrêter de fumer. Après, s'il y a un manque avec une forte irritabilité, des fortes envies sucrées, c'est qu'on a un problème de dosage de nicotine. Alors après, ça doit être accompagné, même si c'est en vente libre, pour le conseil du dosage, il faut être accompagné par un pharmacien qui connaît, son médecin, traitant, tout le personnel médical qui va être autour de l'accompagnement. Deux remarques là, on ne pourra pas vraiment y répondre. Leslie et Clémentine, coucou Leslie. 7 ans d'échec, IMC à 38,6. Clémentine, 20 ans d'échec, IMC à 36. On parle d'échec. Il faut savoir le point de départ. Oui, c'est ça. Et là, on n'a pas de point de départ, donc voilà, ce que vous considérez être un échec n'est peut-être pas complètement un échec. Il nous manque quelques données, pardonnez-moi, mais précisez parallèlement à l'émission. Et évidemment, on ne répondra pas à toutes les questions parce que vous êtes beaucoup à nous poser des questions et mettre des commentaires. En revanche, d'ici la fin de la semaine, vous aurez les réponses à tous les commentaires. On peut descendre ? Les gaines. Alors, question, que pensez-vous des gaines Obésinov post-op? Est-ce qu'elles peuvent aider pour le maintien de la peau? Qu'est-ce que vous pensez des gaines? Il n'y a pas qu'Obésinov déjà. Il n'y a pas qu'Obésinov, Voilà, il y a plusieurs marques. Il y a plusieurs marques. Moi, je ne suis pas favorable. C'est très variable, c'est les croyances de chaque équipe. Hein. D'accord. Moi, je pense qu'il faut au contraire privilégier une activité physique, puis remettre en tension progressivement les muscles et la peau. La gaine va avoir tendance à un peu laisser les muscles au repos et à provoquer un relâchement à distance. Bon, alors voilà. Enfin, les gaines peuvent aider aussi à la reprise du sport. Hein. Quand il y a déjà de la peau qui pense, ça peut quand même aider aussi. Il y a des gaines qui sont faites pour reprendre. Il y a des gaines qui sont faites pour reprendre les difficile de reprendre le sport quand ça apprend partout, mais aussi, que ça malote quoi. Aussi. C'est discutable, il n'y a pas de vérité. Non, je pense qu'après c'est en fonction des besoins des patients peut-être aussi. Quoi. Docteur Rowe, encore une question pour vous, plutôt générique et générale. En moyenne, combien de temps on est arrêté après une intervention? 3 semaines. 3 semaines, un mois, c'est variable en fonction de la reprise du boulot, le type d'activité. C'est des chirurgies qui sont faites par célioscopie, donc avec les petites cicatrices, la caméra, donc on a quand même une récupération qui est rapide. Ce qui est difficile sur le premier mois, c'est la réalimentation, mais c'est aussi important de se remettre dans un rythme. Ouais, alors c'est la réalimentation, mais quand on rentre à la maison, on n'est quand même pas au top de la forme. On n'est pas très frais. On n'est pas frais. On n'est pas très frais. Et on est peut-être encore moins frais au bout de 3 semaines. Et on est très fatigué. On est fatigué. Alors moi je tiens à dire une chose très importante, parce que moi j'ai fait l'erreur, ne vous amusez pas en post-opératoire, même après un mois, allez vous trimballer dans un supermarché avec un pack de lait ou un pack d'eau. On ne porte pas ses courses. On demande gentiment à un homme galant de porter des sacs de courses, mais on ne porte pas les courses. Parce que, bonjour, les douleurs, les cicatrices, entre autres, internes et externes. Alors, on va terminer par 2 points qui sont pour moi extrêmement importants. On n'aura pas le temps de tout voir, il est déjà 21h30. Vous êtes formidables parce que vous êtes là depuis le départ et vous continuez à poser des questions. Donc je vous rappelle que nous répondrons à toutes les questions. Et les professionnels et les personnes qui sont à mes côtés s'engagent à le faire. Il y a 2 points qui sont très importants. Premier point, Dr Rochereau, l'importance de la supplémentation en vitamines et minéraux après une chirurgie de l'obésité. On en parle. On en parle et trop de témoignages de personnes, je me sens bien, j'arrête tout, j'ai perdu du poids, j'ai pas besoin d'en prendre. Bien sûr. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je pense qu'il faut quand même partir de la personne. On peut très bien comprendre quand on a maigri, qu'on maigrit de façon miraculeuse, qu'on ait envie de tout envoyer bouler. J'ai plus envie de voir des médecins, des chirurgiens, des gens qui vont me donner des conseils dans tous les sens. Je peux comprendre. Et effectivement, moi, je vois des patients qui viennent en carence au bout de plusieurs années d'opération, alors qu'ils n'ont pas eu le suivi post-opératoire. Et là, je les vois en carence. Donc, soit on peut revenir en arrière et rebooster, etc. C'est souvent le cas quand même. Soit on arrive à des carences quand même irréversibles. Donc, on peut voir effectivement des carences de type Gallier-Narnick ou autre, mais des carences qu'on voyait au siècle dernier. Neurologiques. Des carences en vitamine B12, par exemple, qu'on voyait au siècle dernier, qu'on ne voit plus maintenant, sauf chez des gens effectivement opérés. Donc, si vous voulez, nous, on voit notre histoire médicale, c'est pas le problème, mais le patient, je trouve ça vraiment dommage.
d'attendre à ce stade de carence quand même. Donc vraiment, il vaut mieux consulter, même si vous consultez 3 ans après pour le moins de signes de fatigue ou de moment de dénutrition, il veut consulter pour rien. Nous, on n'est pas là pour juger le patient, on est là pour l'aider. Sinon, on n'aurait pas fait ce métier. Et donc les gens, ils ont besoin de consulter quand ils vont pas bien. Pourquoi en parcours préopératoire, oulala, je vais peut-être poser encore une question un peu absurde, pardonnez-moi par avance. Pourquoi au parcours préopératoire, à un moment donné, on n'explique pas aux patients, c'est peut-être fait. Voilà, vous rentrez dans un parcours préop, vous avez envie de vous faire opérer une chirurgie de l'obésité, et bien à partir de l'intervention, sachez que ça vous coûtera tant par mois. Voilà. Ça vous coûtera tant en vitamines, ça vous coûtera tant en consultation diète, ça vous coûtera tant en consultation. Enfin, je sais pas. Certaines équipes le font. Certaines équipes le font. Après, c'est toute la complexité, et Brigitte le disait très bien, c'est que en préopératoire, on est focalisé sur l'opération. Donc en fait, il y a des choses qui passent comme information, mais sur lesquelles on n'est pas focalisé dessus. Et après, il y a, on est dedans, c'est qu'à de le dire. On est dedans, donc en fait, et là tout d'un coup c'est un peu panique à bord, et il se passe quoi, on fait quoi, on survit comment, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, j'ai mal, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux pas manger, est-ce que je dois culpabiliser, pas culpabiliser, enfin, et tout d'un coup c'est un champ de bataille dans la tête. Et ça, on se dit, est-ce que le docteur me l'a dit, me l'a pas dit, est-ce que je vais lui reposer la question, si je lui repose la question, je vais me faire engueuler parce qu'il va me dire, vous m'avez pas écouté. Non, non. Quelque part, c'est logique. Il ne faut pas avoir peur de reposer ces questions. Alors moi, je suis très chiante. C'est-à-dire que quand je vais voir un médecin, j'ai avec ma checklist de questions. Et je ne passe pas à la question 2 tant que je n'ai pas la réponse à la question 1 et sur lequel je n'ai pas écrit la réponse. Donc, ce truc-là qui a été fait, vous avez une grosse partie des réponses que vous pouvez vous poser. Et travailler en équipe, je reviens là-dessus, vous êtes une équipe avec l'équipe pluridisciplinaire, vous et l'équipe. Caroline, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé là ce soir et qui pour moi est très important, c'est le mal-être des patients qui ont été opérés. Parce qu'il y a des patients qui sont très heureux et qui disent je revis, je suis heureuse, je trouve des fringues plus facilement, j'ai ma féminité qui s'exprime, je me sens mieux, je suis plus épanouie dans ma sexualité, avec mon conjoint c'est merveilleux, ou alors on s'est quitté parce que ça fallait plus et voilà. Enfin, je précise quand même que toutes les personnes qui se font opérer ne divorcent pas et qu'a priori quand il y a divorce c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas trop avant. Voilà, donc rassurez-vous. Qu'est-ce qu'on dit aux personnes qui vont mal ? De consulter. Parce que quand ça va mal, ça va mal. Et ça va très mal. Ça va. Je pense qu'on a quand même beaucoup insisté sur le fait que le suivi ne s'arrête pas à la chirurgie et il doit se poursuivre après, y compris sur des personnes qui ne vont pas bien. Le suivi psychologique, il n'est pas forcément préconisé pour tout le monde en post-opératoire, mais là, si on ne va pas bien, il faut consulter. Et il ne faut pas avoir peur. Non. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte, il faut arrêter de se poser des questions. Je pense qu'on est encore dans des représentations, c'est comme tout à l'heure le charcuté, c'est qu'on va aller facilement aux urgences si on a très mal au ventre ou mal au cœur, mais si on ne va pas bien dans la tête, il faut aller consulter. Et si on en est jusqu'à avoir des envies suicidaires, là c'est peut-être même plus le psy libéral qu'il faut consulter, c'est aller aux urgences psychiatriques. Pour avoir un traitement tout de suite, pour par un psychiatre, pour être aidé sur un mal-être. Voilà. Non, mais il faut des fois un traitement d'urgence. Quand il y a des idées suicidaires, il faut un traitement d'urgence. Et après, on reprend les choses après en suivi, mais si vraiment ça en arrive là, il faut consulter. Et il n'y a pas de honte. Pitié, il n'y a pas de honte. Et si vous posez des questions, et si vous avez peur d'aller voir les médecins, allez voir une association qui est référencée et qui a pignon sur rue. Ne restez pas seul. Mais surtout, restez pas seul. Ne restez pas seul. Voilà. Alors il est 21h34. Vous êtes absolument merveilleux. On va recommencer parce que j'ai vu que ce système-là vous plaisait. Alors si mes invités veulent revenir, ils sont évidemment les bienvenus. Je vais... Ça dépend, on peut avoir d'autres bouteilles d'eau ou pas. Voilà, je fais juste un petit rappel. Je vais donner à chacun le mot de la fin, le top 100. Ce top 100 qui répond à 100, 150 questions que vous vous posez au quotidien, que vous pouvez demander à votre équipe pluridisciplinaire. En fait, ce sont les professionnels de santé qui vous suivent qui pourront vous les remettre.
Les professionnels de santé, c'est très simple, en fait, ils le savent, hein, il suffit qu'ils nous contactent, on leur fait parvenir des exemplaires et ils vous remettent ce petit guide qui devrait être votre copain du quotidien, en fait. Voilà, alors, Anaïta, une conclusion? Tu as envie de dire quelque chose? Je pense que ce qui est important, c'est on le répète souvent, mais c'est pas une opération miracle, ça ne résout pas tous les soucis de la vie, donc c'est important d'être suivi, de consulter, il ne faut pas avoir honte. Et nous, on a besoin de vos questions pour avancer, pour mieux accompagner les patients. Merci Anaïta. Anne-Sophie? Je ne vais pas changer, on vous aime, on vous aime, on vous aime. Vous avez plein d'infos sur cnao.fr et puis à partir de début novembre, vous aurez pareil une vidéo sur obésité et grippe. Donc vous pourrez avoir des infos aussi là-dessus. Et pensez à vous, aimez-vous. Caroline? Moi j'ai envie de dire, avant de penser à évaluation, pensez surtout à accompagnement, à suivi. Voilà, accompagnement, on est là pour vous accompagner et voilà, je pense que c'est ça qui est le plus important et que vous puissiez effectivement revenir vers l'équipe pluridisciplinaire quand vous n'allez pas bien ou quand vous avez besoin, vous avez des questions à poser. Voilà. Accompagnement, accompagnement. C'est un travail d'équipe, mais l'équipe avec, je suis très d'accord avec toi, avec le patient. Voilà. Parce qu'on ne peut pas travailler ça là, on a besoin que le patient aussi soit acteur de sa démarche de soins et que lui-même puisse mettre des choses en réflexion pour pouvoir avancer. Hein. Voilà. Brigitte. Alors moi je dirais que l'obésité est une maladie chronique et puis c'est une vacherie effectivement, hein, parce que finalement c'est compliqué. On voit que la chirurgie ne résout pas tout, mais sachez une chose, c'est que nous les professionnels de santé, on est là pour vous aider, on n'est surtout pas là pour vous juger et qu'on se fait de soucis quand on ne vous voit plus. Donc vraiment venez aux consultations, ça nous fera déjà vraiment plaisir. Cédric? Je pense que tout a été dit. Le chirurgien, c'est pas un magicien. La chirurgie, c'est un gros coup de pouce dans un parcours multidisciplinaire et un parcours à vie. Vraiment, voilà, soyez suivis après les interventions. C'est vraiment fondamental si vous voulez une opération qui marche bien et longtemps. Le résultat, il n'est pas à 6 mois, il n'est pas à 1 an, il est vraiment beaucoup plus tard. Donc, voilà, continuez d'être suivis. Et puis sur le top 100, je pense que c'est très bien fait, ça répond à énormément de questions qu'on peut avoir en consultation, donc n'hésitez pas à nous le demander aussi. Alors, je vais conclure et une fois n'est pas coutume, j'ai un petit coup de gueule. Je suis triste de pas mal de choses que je vois ces derniers temps et je pense qu'il faudrait on se remémore son histoire, on se rappelle d'où on vient, il y a beaucoup de malveillance parfois dans les échanges. Donc entre vous, j'entends, hein, entre vous patients, il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de... Voilà, c'est pas toujours joli. Je pense qu'il ne faut pas oublier qui l'on est, il ne faut pas oublier d'où l'on vient, il ne faut pas oublier ce qu'on a pu subir aussi et ce qui a été tellement difficile à supporter à un moment donné. Je crois que c'est important de se respecter. Je crois que c'est important de s'écouter, c'est important de se parler. Voilà. Après, chaque personne a sa place. Que vous partagiez vos expériences, c'est merveilleux. Ne vous faites pas de mal, mais encore une fois, quand il s'agit d'une douleur, d'un problème de santé, d'un problème de ressenti par rapport à votre estomac, c'est pas les copains qui vont vous répondre, c'est votre équipe pluridisciplinaire. Donc c'est votre suivi à vie. Voilà. Et là, il en va de votre vie. Donc 1, on est gentil et 2, on fait son suivi. Je vous embrasse, à très bientôt et merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très vite. Au revoir et merci, bye bye. Merci beaucoup, merci beaucoup.